La Haute Cour du Botswana a décidé ce mardi de décriminaliser l'homosexualité interdite dans le code pénal du pays. Datant de 1965, un test qui a été qualifié de relique de l'ère victorienne par un juge. 45 personnes impliquées dans l'affaire de l'homme d'affaires algérien Maïeddine Takkout font l'objet d'une enquête judiciaire. L'annonce a été faite ce mardi par le parquet d'Alger. Le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu ce mardi dans le village de Sobameba, théâtre d'une tuerie de civils. Un nouvel épisode d'un cycle d'atrocités entre communautés antagonistes. Voilà pour le sommaire de cette session de l'information. Bonsoir à tous. La Haute Cour du Botswana a décidé ce mardi de décriminaliser l'homosexualité interdite dans le code pénal du pays datant de 1965. Ce test a été qualifié de relique de l'ère victorienne par un juge. Les images. Les clauses du code pénal relatives aux relations entre personnes du même sexe sont annulées, a déclaré le juge Michael Leboro. La justice ordonne que les lois soient amendées, a-t-il ajouté dans une salle d'audience comble de la Haute Cour de Gaborone. Les clauses en question sont des répliques de l'ère victorienne qui ne sont plus viables, a encore estimé le magistrat. Elles oppressent une minorité et ne passent pas l'épreuve de la constitutionnalité, a-t-il ajouté. Les minorités ne doivent pas être exclues, a-t-il encore expliqué dans son jugement, estimant que la criminalisation perpétue la stigmatisation. Le temps est venu que la sexualité entre personnes du même sexe soit décriminalisée, a insisté le magistrat. La Haute Cour s'est prononcée sur ce sujet sensible, sur requête d'une personne anonyme identifiée seulement par ses initiales LM pour des raisons de sécurité qui contestait le code pénal. L'orientation sexuelle est humaine et n'est pas une question de mode. Les hétérosexuels sont autorisés à exprimer leur sexualité sans problème, mais la même chose ne s'applique pas aux requérants, a poursuivi le juge Leboro. Nier aux requérants le droit d'avoir des relations sexuelles comme il l'entend est discriminatoire, a-t-il encore expliqué, estimant que le respect de la vie privée est un droit humain fondamental. Le mois dernier, la Haute Cour du Kenya a refusé d'abroger les lois réprimant les relations homosexuelles, douchant les espoirs de cette communauté continentale. 45 personnes, dont de hauts responsables impliqués dans l'affaire de l'homme d'affaires algérien Maïeddine Takkout, font l'objet d'une enquête judiciaire pour notamment des faits de corruption et de blanchiment d'argent. L'annonce a été faite ce mardi par le parquet d'Alger. Un des avocats de Takkout avait indiqué lundi que ce proche du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, avait été placé en détention provisoire pour des affaires de corruption. Sur les 56 personnes entendues dans le cadre de cette affaire, 45 sont visées par une enquête judiciaire, a indiqué ce mardi le parquet dans un communiqué diffusé par la télévision publique. Le juge d'instruction a décidé de placer 19 accusés en détention provisoire et 7 sous contrôle judiciaire, détaille la même source qui précise que les 19 autres restent libres. Figure parmi les personnes poursuivies Maïeddine Takkout, son fils et 2 de ses frères, 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 3 employés des entreprises de Takkout, selon le parquet. Par ailleurs, 11 autres personnes ont été entendues dans le cadre de cette même affaire, dont un ancien Premier ministre, 2 anciens ministres, un ministre en poste, 5 anciens préfets et 2 préfets en poste, a indiqué la même source sans donner de nom. L'agence de presse officielle APS avait rapporté ce lundi que Takkout et ses proches avaient été entendus par la justice avec notamment l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia. Au vu des fonctions qu'exerçaient ces 11 personnes au moment des faits, elles bénéficient du privilège de juridiction et leur dossier a été envoyé au procureur général près de la cour d'Alger afin qu'il décide des suites à donner. Les 45 autres personnes sont poursuivies au pénal, notamment pour blanchiment d'argent,
transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite, dilapidation de deniers publics. Plusieurs puissants hommes d'affaires ont été placés en détention provisoire depuis la démission le 2 avril dernier d'Abdelaziz Bouteflika sous la pression d'un mouvement de contestation inédit. En Éthiopie, le recensement de la population a été reporté, pour la deuxième fois. Les raisons à suivre à travers cet élément. Les parlementaires des deux chambres ont voté en grand nombre pour un report d'1 an du recensement général de la population éthiopienne. Le recensement constituant une étape importante dans la délimitation des circonscriptions électorales, ce report, le deuxième depuis 2017, risque d'affecter la tenue d'élections prévues l'année prochaine. Mais le Parlement avance comme raison la recrudescence des conflits ethniques qui ont forcé 2,4 millions d'Éthiopiens à quitter leur foyer. Le prochain scrutin mettra à l'épreuve l'agenda réformiste du Premier ministre Abiy Ahmed, qui comprend la fin des hostilités avec l'Érythrée, l'ouverture de l'économie aux investisseurs étrangers et la libération des prisonniers politiques. Le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu ce mardi dans le village de Sabomeba, théâtre d'une tuerie de civils au bilan officiel encore provisoire d'une centaine de morts. Un décompte macabre qui sonne comme un nouvel épisode d'un cycle d'atrocités entre communautés antagonistes. L'attaque de ce village d'Ogon a débuté dans la soirée de dimanche pour s'achever vers le milieu de la nuit, selon des témoignages. Elle fait suite au massacre le 23 mars dernier à Ogasagou de quelques 160 peuls attribués à des chasseurs d'Ogon dans cette région du centre du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso, devenue la plus sanglante du pays. Selon les témoignages des villageois, les assaillants sont entrés en criant « Allah Akbar, Dieu est le plus grand ». En arabe, a déclaré le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. Depuis l'apparition en 2015 dans la région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Boubou Cissé a quitté ce mardi matin Bamako en avion pour se rendre dans ce village de la zone de Bandiagara, à l'est de Mopti, siège du gouvernorat, accompagné des ministres de la Défense et de l'administration territoriale, ont indiqué ses services. Les assaillants sont des djihadistes dont certains sont connus. Lorsqu'ils sont arrivés, on a d'abord pensé à des voleurs de bétail. Les habitants ont alors été se cacher dans leurs cases. Les assaillants ont attaqué ces cases et ont mis le feu. Ils ont aussi brûlé vif des animaux, a expliqué le maire de Sangar. Les autorités ont attribué l'attaque à des terroristes, apparemment en référence au groupe de Koufa. L'Organisation des Nations Unies a renouvelé ce lundi pour 1 an une opération européenne chargée du contrôle de l'embargo sur les armes pour la Libye, où des livraisons d'armement sont signalées depuis 2 mois. L'organisation n'a cependant pas prévu de moyens supplémentaires pour renforcer son action. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté ce lundi à l'unanimité le renouvellement pour 1 an de l'embargo sur les armes en Libye. Les Nations Unies déplorent l'arrivée d'armements dans le pays depuis 2 mois. Membres non permanents, l'Afrique du Sud et la Belgique ont déploré que des armes continuent d'arriver en Libye par voie maritime et terrestre. Plusieurs pays se sont toutefois félicités de l'opération militaire européenne Sophia de lutte contre les trafics d'armes et de pétrole en Libye, prolongée de 12 mois. Lancée en 2015 à l'origine pour lutter contre les réseaux de passeurs, le mandat de l'opération militaire européenne avait été prolongé fin mars par l'Union européenne de 6 mois jusqu'au 30 septembre 2019, mais avec une suspension temporaire du déploiement des moyens navals de l'opération en raison du refus de l'Italie, qui commande Sofia, de laisser débarquer dans ses ports les migrants recueillis en mer. Depuis le lancement début avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivées d'armes ont été signalées, entre autres du matériel de fabrication turque et jordanienne au profit des forces loyales au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale.
Dans un rapport récent, le comité des experts de l'ONU chargé de contrôler l'embargo sur les armes pour la Libye a indiqué pour sa part enquêter sur l'implication possible des Émirats arabes unis dans le lancement en avril de missiles sur des unités fidèles à Tripoli. Au Soudan, le ministre de la Santé de Khartoum a fait visiter les hôpitaux de la capitale aux journalistes, affirmant que les services ont été affectés par les barricades érigées sur les routes par des manifestants participant à une campagne de désobéissance civile. Cette campagne a été décidée à la suite de la répression le 3 juin des sit-ins établis depuis longtemps. Les manifestants ont, eux, appelé à la grève pour faire pression sur les généraux au pouvoir au Soudan afin qu'ils se retirent et cèdent la place à un gouvernement civil, déclarant eux aussi que des hôpitaux avaient été attaqués. En ce moment, l'hôpital travaille dans l'urgence. De nombreux employés ont signalé les défis auxquels ils sont confrontés pour se rendre au travail parce que la plupart des routes ont été bloquées par les manifestants. Nous appelons ceux qui ont bloqué les routes à les rouvrir à tous les malades pour qu'ils puissent enfin se rendre à l'hôpital, car de nombreuses personnes ont perdu la vie parce qu'elles ne peuvent pas se rendre à l'hôpital. Nous avons besoin que les médias internationaux couvrent ce qui se passe ici, que le gouvernement nous redonne l'accès à Internet pour que nous puissions exprimer notre opinion et nous déplacer librement, parce que le climat n'est pas favorable. Nous avons besoin que le Conseil militaire écoute le peuple soudanais, un peuple qui a grand besoin d'un gouvernement civil. Nous ne voulons rien d'autre qu'un gouvernement civil. Nous voulons que le Conseil militaire ne fasse pas partie du gouvernement. Et nous avons besoin de retrouver nos vies habituelles. Nous voulons un gouvernement civil. Et pour ça, les jeunes gens doivent continuer à descendre dans la rue. Le 12 juin 2018, lors du premier sommet jamais organisé entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un avait signé un accord sur la dénucléarisation. Mais leur deuxième tête-à-tête au Vietnam en février a abruptement tourné court. Les deux dirigeants n'ont pas réussi à s'entendre sur ce à quoi le Nord doit renoncer en échange d'un allègement des sanctions. Depuis lors, le processus est dans l'impasse et d'après les analystes, les deux dirigeants ont dégrisé. Immédiatement après le sommet de Singapour, on a assisté à un raz-de-marée d'attentes totalement irréaliste, presque comique, car il a été officiellement annoncé que les Nord-Coréens allaient rendre leurs armes nucléaires. Tous ceux ayant un minimum de connaissances sur la situation étaient parfaitement conscients que cela ne se produirait pas. S'il n'y a aucun accord, si on n'obtient aucun progrès tangible d'ici le début de l'année prochaine, on assistera probablement à une augmentation des provocations, des tensions de la part des Nord-Coréens. S'il y a un troisième sommet, il est possible que la Corée du Nord adopte une approche plus diplomatique en incluant Ri Yong-ho, le ministre des Affaires étrangères. S'il y a une transition entre tenants de la ligne dure et diplomates professionnels, on peut espérer que même s'ils ne sont pas complètement soft, cela déboucherait sur des discussions qui ouvriraient la voie à un résultat lors d'un troisième sommet. Malheureusement, après la rupture du sommet de Hanoï, il y a eu une pause dans les relations incohérentes. Le gouvernement sud-coréen s'efforce d'améliorer la situation, de créer des occasions de négociation et de dialogue intercoréen afin de permettre la reprise de négociations rapprochées entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.